passer la petite zapette. Ah oui, c'est là, merci. Tac. Dans le bon sens. Bonjour, bonjour. Alors effectivement, optimisation des systèmes logiciels complexes via une migration vers Rust et WebAssembly. Donc initialement, je l'ai compressé en light in the box, ça me semblait un petit peu plus sympathique. Donc je me présente, Gabin Fourcault, je travaille pour Thales Alenia Space en tant qu'architecte logiciel. Donc j'ai la chance de pouvoir travailler avec différentes équipes afin de mettre en place on va dire un ensemble de sous-systèmes dans tout ce qui concerne le contrôle satellitaire en général. Donc, que ce soit pour du traitement de signaux, de la reconfiguration de pointage d'antenne, que ce soit pour de la réception de télémétrie, de l'envoi de commandes, pour que le client final puisse reconfigurer son satellite. Généralement, j'ai tendance à comparer ça à l'achat d'un PC. Généralement, quand vous achetez une nouvelle bécane, bah, c'est toujours très intéressant d'avoir Windows avec vous. Moi, je préfère Linux, mais c'est toujours plus intéressant d'avoir un Linux avec vous pour contrôler votre PC. Bah, j'ai tendance à croire que c'est un petit peu la même chose. Quand le client final achète son système satellite, c'est toujours plus intéressant pour lui, de notre part, de lui fournir le système que nous on propose. Le fait est que tous ces sous-systèmes mis ensemble, en réalité, donc bon, la partie monolithique, ça c'est quelque chose sur lequel on a fait abstraction. Mais ces différents sous-systèmes, en fait, représentent tous des ensembles de microservices. Et si on regarde bien, le fait de les installer tous ensemble, que ce soit des RPM installés sur des serveurs du bare metal ou CookS ou directement sur des clusters Kubernetes, bah, au final, quand on regarde bien, quand on envoie le serveur chez le client, bah, au final, ce qu'on a installé, ça représente un petit peu un veau. C'est-à-dire que c'est quelque chose de vraiment énorme. On était venu nous voir pour faire une étude et voir qu'est-ce qu'on pouvait essayer de faire pour optimiser un petit peu tout ça. Finalement, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que c'est la technologie inhérente à la plateforme? Est-ce que c'est inhérent au langage de programmation? L'objectif était de travailler un petit peu là-dessus et de voir ce qu'on pouvait un petit peu proposer. Parce que initialement, cet ensemble de microservices, si on arrivait à réduire leur empreinte, que ce soit par exemple énergétique ou même une empreinte d'un point de vue mémoire, au final, l'occupation sur un cluster applicatif, par exemple, pourrait être drastiquement réduite et de facto, vous arriveriez à diminuer le coût de vos infrastructures. Donc, pour ça, l'objectif, c'était de faire donc justement une réduction de coûts au niveau des plateformes partout, à tous les niveaux, que ce soit au niveau du développement, que ce soit au niveau de ce dont vous avez parlé de l'IVV, par exemple, précédemment. Donc, à ce même niveau, réduire l'empreinte à ce niveau-là, et bien entendu, au niveau de la production. Mais pas seulement agir au niveau des plateformes, mais agir aussi bien sur le code que sur la target. C'est-à-dire que on sait déjà qu'il y a des langages de programmation qui sont un petit peu lourds. Donc, si on prend l'exemple du Python, on va prendre des extrêmes, qui va être un petit peu lent. Si on les migre en Rust, qu'est-ce qu'on va réussir à gagner en faisant ça? Les technologies de containerisation, pareil, est-ce qu'on va réussir à avoir des accélérations de notre produit? Est-ce qu'on va réussir, par exemple, en passant sur de la containerisation, à réduire l'empreinte mémoire? L'objectif est d'analyser un petit peu tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? La première étape, c'était déjà d'isoler des algorithmes qu'on voulait étudier pour faire cette transition. Quelque chose qui ne soit pas trop petit, pas trop gros, qu'on arrive à faire transpiler le code de manière à peu près simple. Faire un move du Python directement sur du Docker et sur une partie WebAssembly. Et faire de la réécriture de Python vers Rust, mesurer la performance, voir un petit peu ce que ça donne, et faire du package du code Rust vers du WebAssembly, le faire tourner dans un cluster, et ensuite faire une mesure de performance. Donc, la méthodologie, on a réussi à identifier deux use cases.
Le premier, quelque chose d'assez simple, donc là c'est du calcul orbital au travers d'un petit calcul d'interpolation, vraiment quelque chose de très facile histoire de se faire un peu la main. Le deuxième use case est par contre lui beaucoup plus pertinent dans le sens où là c'est vraiment du nettoyage de signal. Donc pour la petite histoire, ce sont des antennistes qui initialement avaient mis en place un algorithme en Python, donc c'est pas de leur faute, c'est-à-dire qu'en fait leur domaine de compétence c'est pas le software. Donc ils vont mettre en place quelque chose, et ensuite, quand ces éléments-là ont été intégrés dans l'applicatif, on s'est rendu compte que les contraintes de temps n'étaient pas tenues, en réalité. Donc on s'était proposé de prendre ce deuxième use case pour voir qu'est-ce qu'on pouvait en faire et qu'est-ce qu'on pouvait obtenir comme gain. À la suite de ça, on transforme un peu tout ça en serveur web pour pouvoir faire des requêtes dessus, on les containerise. Et ce qui aurait été converti en Rust, on en fait également en web server, on containerise également, et la partie applicative Rust, on en fait également du WebAssembly en utilisant le SpinFSDK, et ensuite on voit ce que ça donne. Donc la méthodologie de transformation de Python à Rust, quelque chose de très simple. L'objectif n'est pas de transformer l'architecture même, c'est-à-dire qu'on analyse le code Python et on fait une réécriture de type ligne à ligne. On sait tous que ce n'est pas tout à fait possible dans la mesure où Python est quand même beaucoup moins verbeux que le Rust, en tout cas à mon sens. On s'assure bien entendu que les tests produisent exactement le même résultat et on benchmark le tout. La méthodologie de transformation de la partie Rust en Spinap, donc la partie WASM, pour ça, c'est le SDK Fermium qui a été utilisé pour faire la construction et le déploiement de la partie WebAssembly et la partie Spin HTTP pour exposer le service en question. Enfin, pour pouvoir faire les déploiements, on va utiliser SpinCube pour faire le déploiement de la partie applicative Web Application. Pour aller un tout petit peu plus loin dans le détail, on a décidé de créer un petit cluster Kubernetes, quelque chose de très simple en utilisant un K3S, qui est une distribution, enfin un cluster Kubernetes très léger. On installe, alors il faut d'abord faire activer une prise en charge WebAssembly et à la suite de ça installer SpinCube qui va vous permettre par la suite d'installer du WebAssembly sur votre environnement containerisé, enfin sur votre container, sur votre environnement applicatif, pardon. Ensuite, vous ajoutez un serveur de métriques sur Kubernetes pour pouvoir scraper toutes les informations de type mémoire et CPU afin de pouvoir récupérer tout ça. Hop. En synthèse, ça donne ceci. Vous avez votre cluster applicatif sur lequel vous allez avoir par exemple votre premier use case qui seront les interpolations, la partie Python, la partie WebAssembly et la partie faite en Rust, un serveur de métriques. On fait le compute sur ces trois éléments et on récupère toutes les données qui auront été générées. La première phase de réécriture a été assez édifiante sur le premier use case. C'est-à-dire qu'on fait abstraction par exemple des 4 premières lignes parce que le contexte de mesure est quand même relativement faible. Avoir un facteur de pratiquement 300 et 200, c'est pas très crédible. En réalité, on explique ça surtout par le fait que avoir un tel facteur, mais finalement, on explique ça par le fait que c'est l'interpréteur Python au démarrage qui explique une telle latence et donc un tel facteur de réduction de performance. Par contre, sur les dernières lignes, à mon sens, c'est là où ça semble être le plus intéressant parce que le contexte de mesure est très élevé, donc les temps de calcul sont assez importants. Par contre, on en arrive sur des facteurs qui oscillent entre 6 et 7. Imaginez des performances CPU où vous divisez vos performances, vous arrivez à augmenter les performances par 7. Si jamais vous avez un ensemble de microservices où vous arrivez à diviser ces temps-là par 7, c'est absolument énorme en termes de consommation d'un point de vue joule consommé. Donc là c'est un petit comparatif de ce qu'on obtient, donc les deux use cases confondus, entre les images Docker par rapport à du WASM. Donc là, c'est sans équivoque. La partie en Python va être la plus volumineuse, tout simplement parce que il faut que vous ayez votre interpréteur Python, il faut que vous ayez installé toutes vos dépendances. Donc, par exemple, sur le use case 2, vous allez avoir une image qui va faire approximativement 300 mégaoctets.
Mais exactement le même algorithme que vous allez avoir en Rust, il va faire à peu près une trentaine de mégas, voire même moins. Si jamais une fois que votre élément est buildé avec, on va dire, des optimisations de compilation d'un point de vue release, vous allez avoir un exécutable qui va faire quelques mégas tout au plus. Et si en plus de ça, vous mettez ça sur une image Docker extrêmement légère, comme... alors je me rappelle jamais du nom, si quelqu'un a le nom en tête. Alpine, 10 points pour Gryffondor, merci beaucoup. Si vous mettez ça sur une image Alpine, et ben du coup, vous obtenez quelque chose qui est, c'est édifiant. Ça veut dire que sur votre cluster applicatif, vous passez d'un ensemble d'images de 300 mégaoctets à quelque chose qui va faire tout au plus une vingtaine ou une trentaine de mégas. C'est absolument énorme. Pour la partie Wasm, là c'est encore plus léger. En moyenne, on avait remarqué qu'il y avait une réduction d'environ 34%. De l'image. L'image était 34% plus faible par rapport à celle de Rust. Donc là, ça représente quelque chose d'encore plus intéressant. Donc là, c'est la partie exploratoire sur ce qu'on gagne par rapport d'un point de vue CPU. Donc bon, pas la peine de faire une explication sur ce qui se passe au niveau du Python. Par contre, là où c'est assez intéressant, c'est entre la partie Rust et Wasm sur le contexte de calcul le plus élevé. On peut remarquer que Rust a les meilleures performances. Par contre, Wasm va être légèrement un petit peu au-dessus. On avait vu que c'était le runtime WebAssembly qui prenait un petit peu de temps au démarrage et donc qui explique cette petite différence. Mais en fin de compte, reste tout de même très légère. Concernant la partie mémoire, alors là j'ai été un petit peu étonné personnellement. Je pense que la partie DevOps, je sais, peut-être qu'ils ont fait des bêtises. Mais en tout cas, là on se rend compte ici que c'est la partie Python qui gagne. Et que sur la phase de calcul, on voit que la partie Wasm et la partie Rust vont faire une pointe sur plus de 500 mégaoctets de mémoire utilisée. Bon. On va voir que ce ne sera pas toujours le cas vis-à-vis du deuxième use case. Là, en termes de temps d'exécution, donc toujours sur le premier use case, on a décidé d'aller un petit peu plus loin. C'est-à-dire qu'on a poussé à l'extrême le contexte de calcul, où là on est allé de moins 100 millions à plus 100 millions, et on s'est rendu compte, en réalité, donc on a toujours à peu près le même facteur de performance entre Python et Rust. Par contre, Wasm, on l'a perdu. On le perd parce qu'en réalité, on s'est rendu compte que Wasm, c'est sandboxé. Il va y avoir des contraintes d'un point de vue accès mémoire qui fait que, passé un certain stade, en réalité, Wasm ne répondra plus. Je détaillerai peut-être un petit peu plus ce détail plus loin. Sur le deuxième use case, bon, là aussi après réécriture, donc là c'est le traitement de signal, donc il y a une partie synchronisée et non synchronisée, où pour la partie synchrone on a un facteur 3 et un facteur 50 pour les autres. Si on analyse un petit peu les performances d'un point de vue CPU, les parties Wasm et Rust donc, vont atteindre à peu près 1 CPU pour réaliser le calcul, pour 4500 millicpu pour la partie Python. Concernant l'utilisation de mémoire, donc c'est là où ça me rassure un petit peu plus, c'est que là, en tout cas, ce résultat me semble déjà un petit peu plus cohérent, dans le sens où, au final, Rust va utiliser va avoir une empreinte un peu plus légère d'utilisation de mémoire pour le même calcul. Finalement, c'est la partie Wasm qui va utiliser le plus, et entre les deux, on va se retrouver avec du Python. En termes d'exécution de temps, là aussi, on est sur quelque chose qui va être très similaire à ce qu'on a vu sur le premier use case, dans le sens où c'est quand même Rust qui va avoir le temps de réponse le plus intéressant. Et la partie Wasm, toujours de par l'exécution de son runtime, va avoir un petit gap par rapport à Rust. Ce que ça montre là-dedans, c'est qu'au final, finalement c'est sans équivoque, vous avez un gain de performance qui est absolument édifiant si jamais vous passez vos algorithmes de Rust à Python, de Python à Rust, pardon.
Le fait est que la vraie question est de savoir est-ce que ça vaut le coup d'adopter du WASM ou pas lors de ce type de transition. On s'était rendu compte que le fait d'utiliser du WASM, ça apportait en fait, il y avait un manque de support pour beaucoup de librairies, notamment si on voulait utiliser des librairies en Python sur un environnement WASM, par exemple. Vous aviez, par exemple, des limitations en termes d'allocation de mémoire, et il y a également un petit manque en termes de support multithreadé. Donc ça veut dire que, par exemple, si vous voulez utiliser du PyTorch, qui va avoir besoin d'accéder à du GPU ou du CUDA, par exemple, avec du WASM, ça va être extrêmement compliqué. Donc, voilà, faire attention par rapport à ça. Bon, tous les différents talks depuis ce matin, j'ai pas forcément besoin de rappeler que Rust est un langage à propriété, qui fait qu'aujourd'hui, la mémoire est sécurisée de facto en utilisant ce langage de programmation, ce qui fait que vous êtes déjà assuré d'avoir quelque chose de sécurisé à la sortie. Et voilà, je pense que j'ai fait... Je pense que j'ai parlé d'un petit peu tout. Voilà, c'est tout pour moi. Effectivement, rapide. On aurait des questions dans la salle, on a quand même pas mal de temps. Bonjour, merci pour votre présentation. Donc vous avez remarqué que la différence entre Rust en natif ou Rust dans un runtime WASM, c'était principalement dû au temps de démarrage du runtime. En général, c'est dû au fait que les runtimes par défaut font du JIT, de la compilation just in time. Est-ce que vous avez tenté, parce que certains runtimes supportent de faire de la compilation ahead of time à la place, donc de pré-compiler le WASM dans le langage CPU ciblé, et du coup d'éviter cette phase de lenteur au démarrage? Est-ce que vous avez exploré ce côté-là? Non, pas vraiment. En fait, pour moi, la compilation just-in-time, disons qu'il y a eu juste un essai qui a été fait où on démarre tout d'un coup et on voit ce que ça donne. Si effectivement il y a une compilation just-in-time, en fait, on ne va pas relancer un batch de test pour voir si effectivement on va être plus rapide à la suite. C'est quelque chose qu'on n'a pas expérimenté et dans tous les cas, effectivement, ça pourrait être quelque chose d'intéressant à faire. J'arrive. Ah, il y a quelqu'un au centre qui serait intéressé pour poser une question? Ce qui est intéressant, c'est le passage d'un langage qui est entre guillemets un interpréteur, même si Python fait mieux qu'un interpréteur de base, et au passage à un langage compilé. Est-ce que vous avez regardé quelque chose d'un peu intermédiaire comme le Go? Alors, on n'a pas regardé ce genre de choses parce qu'effectivement, on était assez limité en termes de budget. Par contre, effectivement, la question est intéressante parce que je pense qu'à mon avis, en passant, imaginons, si je comprends bien votre question, ce serait de passer par exemple de Go à du Rust, par exemple. Oui, en fait, il y a tout un panel de décisions. Il y a tout un panel. Alors, je pense que si je devais prédire un petit peu le résultat de ce genre de choses, je dirais qu'en réalité, entre Go et Rust, à mon avis, le gap entre les deux serait assez mince. Mais à mon avis, à mon sens, Go risque d'être un petit peu plus lent que le Rust de par le fait qu'il est garbage collecté, fatalement. Donc de facto, il va être un petit peu plus lent. À la différence, avec les lifetime de Rust, vous avez la garantie d'avoir un nettoyage qui va être fait automatiquement. Okay. Puis Rust sur WASM, c'est un sujet? Rust sur WASM, eh bien, écoutez, pour moi, je pense que c'est un sujet qui est très intéressant à explorer, puisqu'au travers de ça, c'est aussi une porte ouverte au edge computing. Donc je pense que c'est effectivement, d'ailleurs, effectivement, merci pour votre question, parce que j'ai oublié de le préciser. Mais c'est clairement une perspective extrêmement intéressante pour du edge computing, à avoir du Rust dans du WASM, très clairement. Oui, j'ai une question. Vous avez dit que vous aviez fait de la transcription ligne à ligne du Python vers le Rust. On peut se poser la question de savoir si c'était si c'est la façon la plus efficace d'avoir un code Rust optimisé. Parce que du coup, il y a aussi dans la structure du code Rust des moyens d'optimiser l'allocation mémoire, les appels, les structures de données, etc., etc.
Très largement, en fait. On était parti du principe qu'on ne voulait pas changer l'architecture de l'algorithme à l'origine. Donc c'est pour ça qu'on met des grosses guillemets en disant ligne à ligne, parce qu'on voulait éviter de trop transformer ça et de se dire, si vraiment stricto sensu, vraiment si on transpile tel quel, autant que possible, qu'est-ce qu'on gagne vraiment en faisant comme ça? Mais je suis entièrement d'accord avec vous, dans l'idée, le résultat que ça m'a donné en Rust ne m'a pas satisfait d'un point de vue code. Parce qu'il y avait de très nombreuses optimisations à faire qui, à mon avis, auraient donné des résultats qui auraient été encore plus impressionnants. Donc je suis entièrement d'accord avec vous. Ça, c'est vrai. Bonjour. Merci beaucoup pour... bonjour. Merci beaucoup pour le talk. J'ai 2 questions. La première, c'est... donc si j'ai bien compris, les capsules Wasm, c'est vous avez réécrit le code en Rust et puis soit vous l'avez compilé pour l'architecture, soit vous l'avez laissé en Rust pour le faire tourner dans le Docker, soit vous avez compilé le Rust en WebAssembly pour le faire tourner dans le Docker. Donc ma question c'est, est-ce que vous avez eu des difficultés, parce que ça dépend ce qu'on utilise comme target WebAssembly, mais toute la librairie standard n'est pas supportée dans WebAssembly, en tout cas il y a des parties, mais est-ce que ça vous a posé des problèmes dans votre cas? Et la deuxième question, c'est sur votre graphique, vous dites que le code Rust compilé en WebAssembly était moins lourd que en termes de taille que le code Rust de base, ce qui m'a surpris. Est-ce que dedans est compté le runtime, ou est-ce que le runtime ça fait partie de l'environnement global et du coup il n'a pas besoin d'être compté? En tout cas il n'est pas compté dans cette fois-là. Voilà, merci. Merci pour ces questions. Alors effectivement, le runtime n'est pas compté dans le résultat. C'est le résultat de la compilation en fait, qui finalement a l'air d'être plus intéressant en termes de poids. Moi aussi, ça m'avait un peu étonné au début. Je ne m'attendais vraiment pas à ce genre de résultat et c'est aussi pour ça que l'étude a été très intéressante. Concernant votre première question, oui, on a eu des soucis. Alors c'est surtout la partie DevOps qui s'était occupée de faire cette transition-là sur le WebAssembly. On a eu pas mal de difficultés sur le passage en WebAssembly. On a même essayé de faire la transition directement de Python vers du WebAssembly. C'est la chose qui a été la plus difficile. Parce qu'en réalité, il y a énormément de librairies qui sont dépendantes de la partie native. En réalité, il y a une dépendance native forte pour beaucoup d'entre eux. Donc, je prends des exemples assez connus, comme par exemple TensorFlow, PyTorch, etc., où vous allez faire un code Python qui va être une amorce pour entraîner un modèle, mettons. Eh bien, en fait, ces éléments-là ont une dépendance tellement forte au natif que finalement, ça va faire appel à... Déjà, il va y avoir un nombre d'entrées-sorties très important. Wasm gère très mal ce genre de choses. En tout cas, ça le gère, mais vous allez perdre en performance. Donc au final, vous perdez le gain. En plus de ça, comment dire, le fait d'accéder à certaines ressources système comme du GPU ou du CUDA, initialement, Wasm n'est pas tout à fait fait pour ça. À mon sens, j'aurais envie de dire que le Wasm est encore en phase d'évolution, même s'il a déjà beaucoup évolué. On va dire qu'il y a beaucoup de librairies qui ne sont pas du tout compatibles. Donc si vous avez quelque chose qui est massivement multithreadé, qui a besoin d'avoir beaucoup d'entrées-sorties et qui a besoin d'avoir beaucoup d'accès aux ressources système, vous perdrez en fait, dans le change. Donc effectivement, on a eu beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Alors, en fait, généralement, le cas d'usage d'utiliser du WebAssembly, généralement dans un truc cube, c'est que en fait, faire spawner un environnement, un node WebAssembly, c'est en fait quasiment gratuit comparé à spawner un Docker. C'est généralement quand tu reçois énormément de requêtes. C'est à ce moment-là que c'est intéressant le WebAssembly parce qu'on peut faire spawner plusieurs nodes pour gérer les différentes requêtes. Est-ce que du coup, vous avez pu regarder ou observer en fait genre un avantage au WebAssembly par rapport à ça plutôt que du coup à un Docker dans du Rust? Voilà ma question. Alors, merci pour la question. Je réfléchis. En fait, je dirais que l'avantage majeur, selon moi, vis-à-vis du WebAssembly, c'était surtout la partie sandboxée, la partie qui va sécuriser l'environnement.
on n'a pas spécialement observé ce genre de choses, le fait de spawner plusieurs éléments. Alors effectivement, je pense que si on avait eu un petit peu plus de temps, ça aurait été très intéressant de se dire, tiens, on va en lancer X d'un coup, voir un petit peu comment ça se passe. Effectivement, c'est quelque chose qu'on n'a pas fait dans l'expérimentation. Et en fait, oui, comme je le disais tout à l'heure, ce qu'on voulait surtout voir, c'est qu'est-ce qu'on pouvait essayer d'obtenir dans un environnement qui était sécurisé et on va dire un peu agnostique du système. Encore des questions? Oui, bonjour, merci pour la présentation. Alors moi, ma question, ça va être un peu sur... finalement, si je me souviens bien ce que tu disais au début, que l'objectif, c'était de voir si tous ces micro-noyaux, enfin tous ces microservices assemblés qui finalement sont très gros pouvaient prendre moins de place pour faire du coup une empreinte plus petite et une économie d'énergie. Et la finalité à la fin, c'est quoi? C'est de vraiment consommer moins ou parce que en fait je vois bien l'effet rebond nous arriver là tout de suite et finalement dire que vu que ça prend moins de place et que ça va plus vite, et on va mettre plus de choses. C'est tout dans ce qui se passe finalement. Ah oui. Du coup, moi j'étais curieux de savoir là dans la stratégie de Thales, les gens qui t'ont mandaté pour ça, si à la fin vraiment l'enjeu c'est de juste consommer moins et d'être plus léger quand ou de faire rentrer plus de choses au chausse-pied. Là, on sort un peu de la technique. Je comprends. Alors, j'ai envie de dire les deux, mon capitaine. C'est-à-dire que, alors, de notre côté, à Thales Alenia Space, on est sensibilisé sur l'éco-conception en général. En tout cas, il y a de plus en plus d'approches dans ce sens-là, où il y a la partie Sustainable Challenge. Comment on arrive à faire pour que nos projets aient une empreinte énergétique et une empreinte mémoire un petit peu plus légère. Ce qu'on retient surtout dans cette expérimentation-là, c'est que on voit que la partie CPU diminue quand même drastiquement. On voit que l'empreinte mémoire, une fois que le composant est installé, on peut presque, pour le use case 2 par exemple, qui pour moi est le plus parlant, on peut pratiquement diviser par 10, peut-être par 11 l'empreinte mémoire. Au final, quand vous êtes sur un environnement Kubernetes par exemple, on pourrait envisager d'avoir X namespace pour X clients. Donc au final, si jamais vous arrivez à diviser par 10 votre empreinte mémoire sur votre cluster applicatif, ça veut dire que je pourrais servir 10 clients supplémentaires, donc le chausse-pied. Je peux servir 10 clients supplémentaires avec mon même cluster applicatif, ce qui fait qu'au final, je rentabilise encore plus mon hardware. J'aurais tendance à répondre ça. L'objectif... business is business. Parce qu'on est d'accord, la partie Sustainable Challenge, au final, c'est est-ce que c'est de l'esbrouf ou est-ce que c'est pas de l'esbrouf? Moi, c'est ce que je comprends dans votre question. Ouais. Je m'abstiendrai de répondre. Mais bon, on s'est compris. Stratège. Encore des questions? On a un peu de temps, sinon on va vers une pause. Merci pour vos questions du coup et merci à Gabin. Merci.